Alors, eh bien, déjà, bonjour et bienvenue à tous et toutes pour cette matinée du séminaire qui sera un peu particulière, puisque, comme nous l'avions annoncé, cette matinée sera entièrement consacrée à l'épistémologie des psychothérapies et des psychanalyses. Nos deux séquences de la matinée donc, seront consacrées à la psychothérapie et à la psychanalyse intégrative. Alors, en première partie, nous écouterons Thierry Nussberger, qui nous parlera de la psychothérapie intégrative première génération, vue à travers le prisme des principaux fondateurs en France. Donc on se concentrera sur ce qui s'est passé sur l'Hexagone. Et puis, donc, nous pourrons échanger après sa présentation avec lui. Et en deuxième partie de matinée, nous écouterons William Houlet, qui nous présentera la psychothérapie intégrative de seconde génération. Nous échangerons également avec lui et ça sera l'occasion de discuter aussi des différences, peut-être aussi des points communs entre les deux séquences et surtout les deux périodes qui vont être explorées, présentées par nos invités. Voilà, je vais maintenant céder tout de suite la parole à Thierry Nussberger. Thierry, c'est à toi. Merci. Donc, je vais vous présenter la psychothérapie intégrative de première génération, parce que j'ai première et deuxième génération, vue à travers le prisme de deux principaux fondateurs en France. Il s'agit de Max Pagès et de Jean-Michel Fourcade. Ces personnes participèrent à ma formation d'étudiant en psychothérapie. Jean-Michel Fourcade fut aussi mon premier analyste. Et, en quelque sorte, je lui rends hommage ici car il m'a permis de m'ouvrir à la complexité des pratiques et des théories. Grâce à son enseignement, j'ai découvert Lacan. Ensuite, je me suis éloigné de l'enseignement de Jean-Michel Fourcade pour être orienté plus précisément. Excuse-moi Thierry, je vais juste te couper. On va juste demander à tout le monde de bien couper les micros, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai qu'on entend tout le monde peut couper les micros parce que sinon l'enregistrement sera de mauvaise qualité. Voilà, merci. Du coup, on n'a plus personne. Je vois David. Donc, je disais que j'avais, grâce à l'enseignement de Jean-Michel Fourcade, mais aussi de Max Pagès, j'ai découvert Lacan. Ensuite, je me suis éloigné de l'enseignement de Jean-Michel Fourcade pour être orienté plus précisément par l'enseignement de Lacan et aussi par mes différentes tranches d'analyse lacanienne. Alors, je vais faire un petit préambule à l'histoire des thérapies intégratives de première génération. Dans un récit retraçant l'histoire de son père, Georges Buisson évoque le Paris estudiantin précédant d'un an les événements de 68. 8 de mars 1967, les étudiants de Nanterre se révoltent contre la séparation sexiste des bâtiments et l'interdiction faite aux garçons et aux filles de s'y retrouver. Ces étudiants, nous dit Georges Buisson, sont fils d'ouvriers, de paysans, sans grands moyens financiers. Ils hantent les couloirs froids des bâtiments de la résidence universitaire où s'alignent les cellules des 1250 permanents de Nanterre. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir une piole au quartier latin.
Leurs fenêtres ne s'ouvrent pas sur les toits de Paris. Elles se referment sur un paysage dépressif, grêlé de bidonvilles. Buisson décrit deux mondes, celui des étudiants de la bonne bourgeoisie qui ont les moyens de satisfaire leurs désirs d'une vie de luxe et les étudiants confinés dans une sorte d'univers carcéral, clôturé par un mur d'enceinte surmonté de barbelés. À cela s'ajoute l'interdit des rencontres entre filles et garçons, tel que le règlement intérieur de Nanterre le prescrit. Pourrait-on faire dire ainsi à la grande histoire que les prémices de la Révolution 68arde s'originent d'une triviale historiette de cul? C'est ce qu'on laisse supposer, c'est ce que laisse supposer en tout cas Georges Buisson. Les trotskistes, nous dit-il, de la JCR, Jeunesse communiste révolutionnaire, ainsi que l'UNEF nanterroise, ont vu dans la répression sexuelle, symbolisée par les règlements universitaires, matière à semer l'agitation. Pour les aider à mobiliser les consciences, ils ont convié Boris Frankel à conférencer dans un foyer de la résidence. Il n'est pas venu expliquer comment animer un groupe d'études révolutionnaire ou former au programme révolutionnaire un futur Premier ministre. Il est là pour parler jeunesse et sexualité. Le grand prêtre du freudo-marxisme qui traduit et diffuse les œuvres du philosophe Herbert Marcuse et du psychanalyste William Reich en France exhorte son auditoire à s'affranchir de toutes les aliénations. Il faut conjuguer, dit-il, la révolution permanente et la révolution sexuelle. À cette même époque, Max Pagès était maître assistant responsable des travaux dirigés en psychosociologie à Sorbonne. Il expérimentait la non-directivité dans la vie des grands groupes et laissait ainsi des centaines d'étudiants s'autogérer. Les étudiants, qui étaient très politisés à l'époque, entamaient des débats houleux et menaçants. Max Pagès n'était pas épargné, on le traitait d'intello, coupé de la réalité de la classe ouvrière, mais il incluait cette éventualité dans le process qu'il initiait. Il n'hésitait pas à franchir les frontières intellectuelles et institutionnelles. Ainsi, il créa à Paris 7 un groupe de recherche sur l'émotion qui s'intitulera plus tard « Groupe de recherche sur la psychothérapie complexe », réunissant des psychanalystes lacaniens, des psychiatres, des psychothérapeutes de différentes écoles. Ce groupe se tiendra ensuite à la nouvelle faculté libre, NFL, un institut de formation à la psychothérapie intégrative créé par un de ses doctorants, Jean-Michel Fourcade. Ce groupe fonctionnera pendant plus de 30 ans. Pagès fut d'abord étudiant en philosophie, puis en psychologie. Il devient analysant de René Laforgue, puis d'André Berge et de Pierrat Aulagnier. En 1950, il part aux États-Unis et découvre l'œuvre de Carl Rogers, qu'il rencontre à l'Université de Chicago, ce qui lui permettra de participer à ce séminaire. De retour en France, il est embauché à la CGOS, qui est la Commission générale d'organisation scientifique, puis il retourne aux États-Unis lors d'une mission OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Il y rencontre Kurt Lewin et Jacob Lévy Moreno, le fondateur du psychodrame humaniste. La problématique du changement en institution le préoccupera de plus en plus. Et plus tard, il s'intéressera à la démarche du psychiatre psychanalyste Christophe Dejour, spécialiste de la souffrance au travail. C'est en 1959 qu'il devient professeur de psychologie sociale à l'Université de Paris-Dauphine. Il y fonde un laboratoire du changement social et il développera des méthodes innovantes et créatives comme le psychodrame émotionnel,
centré sur l'expression corporelle, ou encore le système socio-mental à vision holistique. Puis il devient professeur de psychologie clinique à l'Université de Paris 7 jusqu'à sa retraite en 1993, où il devient professeur émérite. Max Pagès développe une méthode centrale, l'analyse dialectique en sciences humaines, afin de dépasser la tentation dogmatique des doctrines. Il est considéré comme l'un des piliers en France de la méthode intégrative. Il édifie une théorie de la psychothérapie comme pratique complexe où confluent des registres émotionnels, psychiques, conscients ou inconscients, et de l'histoire familiale et sociale. Sa pratique du psychodrame émotionnel, introduite dans le travail thérapeutique individuel et en groupe, est décrite dans son ouvrage Psychothérapie et complexité en 1993. En 1996, il écrira un roman épistémologique qui retrace son parcours intellectuel en lien avec son histoire de vie. Le travail d'exister, écrit avec Didier van der Hove, oui, c'est le titre. Il cherche à comprendre comment se construit une pensée, les forces qui la font évoluer, ses racines affectives et familiales, le poids des événements sociaux, l'entrechoc des références théoriques et finalement comment se tisse un destin au carrefour de son roman familial et de sa trajectoire sociale. Dans cet ouvrage, il se définit lui-même comme un psychologue conversant, soucieux d'établir des passerelles avec les autres disciplines, de dépasser les barrières entre la théorie et la pratique, d'articuler la recherche intellectuelle et l'expérience personnelle du travail amoureux. Le travail amoureux, justement, paru en 1977, est sans doute l'ouvrage dans lequel il montre, avec une authenticité désarmante, les liens indissociables entre la pensée rationnelle et la vie intime. Des extraits de journal afin de montrer comment la pensée et la sensibilité sont de façon complémentaire et indissociables de saisir le monde. Il était aussi un chercheur engagé. La charte inaugurale du laboratoire de changement social propose de rompre avec la fausse neutralité des sciences qui les maintiennent dans un état de dépendance vis-à-vis des pouvoirs établis, afin de lutter contre l'aliénation économique, politique, culturelle et psychologique. Dans La violence politique, paru en 2003, écrit avec des collègues issus d'horizons différents, il s'interroge sur les violences terroristes et antiterroristes pour tenter de comprendre à quel moment et sous quelle force les conflits échappent à leurs auteurs pour se transformer en paranoïa collective et s'installer dans une logique persécutoire qui fabrique ses propres ennemis. Alors, sur le texte écrit que vous aurez plus tard, j'ai mis les notes de ces citations. Là, il s'agit d'une citation de Vincent de Goljac dans la Nouvelle Revue de Psychologie 2018. Et vous retrouverez toutes les notations de mes citations dans le texte écrit plus tard. Alors, nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'approche intégrative de Max Pagès. L'idée est de s'émanciper des dogmes propres à chaque théorie pour s'interroger sur ce qui, dans la pratique, est efficient. Pagès s'intéressera à ce qui lui semble invariant dans les différentes méthodes. C'est la notion de non-directivité qu'il retiendra comme l'invariant fondamental à toute forme de pratique psychothérapeutique, premier opérateur de changement. Il situera plutôt celui-ci dans les capacités intersubjectives du praticien. Dans Trace ou Sens, qu'il a écrit et publié en 1986,
Il explicite sa démarche et l'importance qu'il donne aux capacités intersubjectives du psychothérapeute. Je cite, « Ceci nous amène à marquer à la fois la continuité fondamentale des méthodes thérapeutiques et leur hétérogénéité. Continuité car il est vain d'opposer les psychothérapies corporelles ou émotionnelles à la psychanalyse comme un projet concurrent, non plus d'ailleurs que de les subordonner à elle. C'est pourquoi je préfère parler, dit-il, de travail émotionnel et de travail analytique en psychothérapie, plutôt que de psychothérapie émotionnelle et de psychanalyse. Dans les deux cas, il s'agit d'établir ou de rétablir des communications internes et externes rompues, mais à des différents niveaux. Dans les deux cas, l'implication contre-transférentielle du thérapeute est nécessaire à l'un ou l'autre de ces niveaux, ainsi que sa distance et le contrôle de son application. Pagès justifie l'intégration du travail psychocorporel qu'il préfère nommer émotionnel pour des raisons théoriques développées dans son ouvrage. Je cite, « Il faut aussi reconnaître la diversité et l'hétérogénéité des techniques et des stratégies thérapeutiques entre un travail émotionnel qui vise à rétablir des capacités imaginaires, affectives et expressives, et un travail analytique visant l'accès au symbolique. » Il propose ainsi d'élargir les notions psychanalytiques de transfert et de contre-transfert et de parler de transfert et de contre-transfert émotionnel. Le transfert émotionnel du patient suscitant ainsi le contre-transfert émotionnel du thérapeute, lié à l'émotion du patient et à l'histoire propre du thérapeute. L'objectif pour Pagès est de retrouver des scènes de l'enfance et les difficultés du système émotionnel qui leur sont liées. Il se différencie par là du psychodrame morénien en se centrant exclusivement sur le patient, comme dans le psychodrame analytique, et non sur l'interaction de deux ou plusieurs personnes. Par rapport au travail analytique, par rapport au psychodrame analytique, il se centre sur l'expression émotive et son inhibition. Au cours du travail thérapeutique, le thérapeute, selon lui, sert d'égo auxiliaire au patient, ce qui lui permettra d'explorer en toute sécurité des affects redoutés. Le thérapeute peut alors entrer dans une communication émotionnelle avec le patient par le geste, la voix, le cri, la caresse guidée par le patient lui-même ou par le propre contre-transfert émotionnel du thérapeute. À ce travail succède un échange verbal avec le thérapeute et les membres du groupe qui peuvent dire comment ils sont entrés en résonance avec le travail du thérapisant. En réponse à la critique faite le plus souvent par des psychanalystes de l'époque que ce procédé n'est que mise en scène hystérique, Max Pagès répond que ce travail émotionnel permet, pas toujours sans doute, de toucher à des éléments d'un noyau archaïque préverbal. Il reconnaît qu'on ne peut jamais prendre au pied de la lettre un travail émotionnel comme l'expression d'une véritable régression archaïque. Bien au contraire, dit-il, le travail émotionnel peut aussi être utilisé dans une problématique de type hystérique en poussant jusqu'au bout l'espèce de provocation hystérique, en mettant les actes en scène suggérés par le patient avec les thérapeutes eux-mêmes. L'idée est que cela fasse ressortir pour le sujet lui-même le décalage entre l'émotion éprouvée et celle qui est dite, entre la scène suggérée et celle qui est décrite. Cela produisant à court terme
un tri, une décantation entre les fantasmes mis en scène dans le jeu et le besoin véritable de communication émotive. Il ne s'agit pas, je cite, d'opposer les stratégies et les techniques thérapeutiques en les référant à des divergences d'école ou de les confondre dans un éclectisme vague. Il s'agit plutôt de considérer la complexité d'un processus thérapeutique non linéaire dont les formes pathologiques et les apports thérapeutiques diffèrent suivant que l'on se trouve au niveau du système émotionnel, du système discursif ou de l'articulation entre l'un et l'autre. On s'orienterait alors vers une conception multidimensionnelle de la thérapie qui permettrait d'articuler sans les confondre les différents apports des différentes écoles. Dans un article paru en 1998, il évoque le risque que dans les tentatives d'intégration des doctrines thérapeutiques, on affadisse les disciplines constitutives du melting pot, en recherchant des éléments communs à toutes. Et il ajoute, pour ma part, plutôt qu'une synthèse théorique, j'ai cherché à articuler et à dynamiser les oppositions entre des points de vue conservant une identité propre, différents mais non contradictoires entre eux, qui permettent de saisir de façon complémentaire la réalité psychosociale. C'est pourquoi je préfère le terme de complexité au sens épistémologique. Il fait référence là à Edgar Morin, à celui d'intégration. Objectivation ou subjectivation dans l'acte thérapeutique, méthodologie analytique ou compréhensive, Pagex exprime sa position au sujet de ces antinomies. Cette limite, dit-il, entre les deux démarches analytiques et compréhensives est, à mon avis, d'ordre structural. Les deux orientations ont des visées radicalement distinctes et restent inconciliables. La démarche analytique vise les aspects répétitifs de la conduite, l'inerte au sein du vivant. La démarche compréhensive, elle, se situe à l'intérieur même du vivant. Elle nous met en rapport avec l'objet au niveau sensible, affectif, intellectuel, et nous fait participer à son devenir. Elle éclaire et anime la répétition pulsionnelle et la transmue en acte de communication. Paget se sert là de la dualité, répétition, inertie, négation de l'autre, dans le jeu du transfert et du contre-transfert, et en même temps du fait que ceux-ci sont le lieu même du mouvement et du changement thérapeutique. À la fin de son article, il conclut que le cœur de la psychothérapie est le lieu de la communication émergente, non d'une communication installée ou instituée. Elle émerge d'abord en nous-mêmes, psychothérapeutes, la transmutation de certains aspects réifiés, inertes de la conduite du thérapeute en leur forme subjective et spontanée, y joue un rôle essentiel. Cela implique qu'en lui, les deux démarches d'objectivation et de subjectivation se conjuguent et s'opposent dialectiquement de façon créative au lieu de se neutraliser. Et aussi de stériliser ainsi le processus thérapeutique. La psychothérapie doit éviter aussi bien l'écueil d'une dérive subjective anarchique qu'une analyse sèche et sclérosante. Les outils théoriques et techniques des disciplines analytiques ne sont pas les ennemis de notre sensibilité. Ils l'éclairent au contraire, débarrassent du chemin des stéréotypies, des amalgames, des idéalisations et des diabolisations. Loin d'inhiber notre sensibilité et notre spontanéité, ils peuvent les ouvrir et les libérer. Celles-ci, en retour, nourrissent l'analyse dans le cours même de la relation thérapeutique et dans la réflexion scientifique a posteriori. En psychothérapie, l'intelligence analytique et l'écoute sensible sont importantes.
De ces concepts théoriques de Max Pagès, je vais essayer d'amener quelques réflexions critiques à propos de ces concepts-là. Max Pagès dissocie les approches concernant le travail émotionnel et le travail analytique et les présente comme complémentaires et comme des techniques. Nous pouvons émettre des réserves quant à présenter la psychanalyse comme une technique, même si Freud a publié de courts articles sur le sujet entre 1904 et 1919. Nous serions, pour notre part, plus enclins à penser la psychanalyse comme un art. Et nous rejoignons par là le commentaire de Jean-Michel Quinodoz, qui dit, je cite, « Ainsi pour Vassalli, la technique freudienne n'est pas une technique, comme on l'entend aujourd'hui, mais une techné, au sens d'Aristote, c'est-à-dire un art. Par conséquent, le produit qui résulte de cette activité n'est pas de l'ordre de la certitude et du nécessaire, conformément aux lois du déterminisme linéaire, mais de l'ordre du probable et du possible. Le métier du psychanalyste est donc un art, et il ne perd pas sur la base de preuves, mais sur la base d'indices, de déductions, d'idées intuitives, procédé que Freud détermine du terme Erraten, lorsqu'il parle de la démarche du psychanalyste. Erraten a été traduit en français de manière peu satisfaisante par deviner et en anglais par to guess. Si l'on adopte ce point de vue et que l'on considère le travail du psychanalyste comme une techné, cela signifie d'une part que le travail de pensée interprétative s'accomplit non pas en raisonnant de manière rationnelle, mais de manière conjecturale. D'autre part, cela signifie que l'on ne peut déterminer avec certitude si l'art de guérir qu'exerce le psychanalyste conduira nécessairement à un succès. Fin de citation. À notre avis, la psychanalyse s'apparente plus à un dispositif offert au consultant pour lui permettre de venir parler en toute sécurité, représenter son histoire sur sa propre scène et jouer sa partition. Elle met ainsi à jour ses représentations, appréhende comment il est aisé ou non d'en parler, d'avoir sa propre énonciation, plutôt que celle du discours convenu, d'entendre la manière aussi dont l'analyste peut être attentif au non-dit, au blanc de son discours, aux affects retenus. Dans ce laps, et pendant le décours de sa parole, les affects surviennent, les émotions se manifestent, surprennent par leur manifestation soudaine et inattendue. Elles envahissent parfois le sujet quand ce dernier ne s'efforce pas, avec peines et efforts, de les endiguer pour ne pas s'en laisser submerger. Ainsi, le dispositif analytique n'empêche pas l'analysant d'être engagé corps et âme dans le process de son travail, que ce soit dans l'évocation d'un temps de l'enfance, même lointain, ou lors d'un épisode plus récent. Scinder les deux approches interroge sur la manière dont Max Pagès envisageait l'analyse. Et nous partageons les interrogations de Pagès quant à la valeur historique et cathartique des régressions en séance. L'approche contre-transférentielle de Pagès nous pose aussi des questions, surtout lorsqu'il aborde l'implication émotionnelle et corporelle du thérapeute. Ce franchissement de limite, et Pagès l'exprime fort bien, suppose de la part du thérapeute qu'il soit assez au clair avec sa jouissance et ses affects, pour que dans le process thérapeutique ne se joue pas une jouissance à deux délétère. Le problème peut se poser tout aussi bien dans une cure analytique, évidemment, d'où la prudence de Lacan quant à l'interprétation, un mi-dire pour faire résonner une équivoque sans y mêler l'imaginaire de l'analyste.
Pagès propose d'établir ou rétablir des communications internes, externes ou des capacités imaginaires, affectives par le travail émotionnel qu'il différencie du travail analytique qui, selon lui, vise l'accès au symbolique. Pour accepter cette proposition pagésienne, il faut se situer dans une perspective naturaliste qui permet d'envisager le rétablissement des circuits de communication rompus. Cette démarche est proche de la proposition des thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire une rupture de connexion permet d'envisager, grâce à une technique appropriée, la réparation de celle-ci, ou la reconnexion de celle-ci. Dans la perspective structuraliste, et plus précisément subjective, on se trouve là dans une impasse. En effet, soit la relation qui est une mise en rapport est difficile, soit elle est impossible. Quand elle est difficile, on a plus affaire à un process de refoulement des affects, exigé par une instance surnoïque, qu'à une rupture de communication. Quand elle est impossible, c'est qu'il y manque l'opérateur princeps, qui permet la division du sujet, et le met alors en relation avec l'autre partie divisée de lui-même. Si cette division n'a pas lieu, il n'y aura pas alors de mise en rapport ou de relation possible. Et là, nous avons affaire à ce qui détermine un sujet dans le choix indicible qu'il fait de se situer dans leur relation avec la parole ou hors du champ de celle-ci. J'emploie bien le champ de la parole et non le champ du langage. Sachant que le champ de la parole implique structurellement la division de... C'est aussi ce qui fait la différence entre une perspective naturaliste qui conçoit l'homme comme le dernier élément d'une évolution, mais qui ne le différencie pas fondamentalement de l'animal. L'animal ne connaît pas de faille dans la communication. Celle-ci est génétiquement codifiée, ce qui n'empêche pas que certains éléments de communication puissent être acquis par l'animal. Et il n'en est pas de même pour l'homme, que la structure de la parole sépare de la nature et le place hors du champ de la communication. Le rêve d'une communication parfaite, qu'elle soit avec les dauphins, je fais référence ici à un texte de Christine Servet et de Véronique Servet sur les pathologies sociales de la communication, le malentendu comme structure de la communication. Je vous laisserai le choix d'aller voir ce texte. Donc, cette communication parfaite, qu'elle soit avec les dauphins ou avec nos semblables, est le fruit d'un immense malentendu, au sens où l'emploie Christine Servet et Véronique Servet. Le rêve de Pagès est celui d'un paradis perdu. Voilà un petit peu pour mes points de vue critiques sur les apports de Pagès. Maintenant, je vais essayer de vous présenter Jean-Michel Fourcade, qui fut vraiment, celui qui a développé et vraiment amené les psychothérapies intégratives en France. Donc Jean-Michel Fourcade est né en 1943 et il est décédé en 2020. Il était diplômé d'HEC quand il commença à s'intéresser au mouvement du potentiel humain. Il se rendit en Californie pour s'inscrire dans le sillage de l'Institut des Haleines en Californie. Il y trouve le foisonnement des nouvelles pratiques du développement personnel et de ce que l'on a appelé le New Age. On y retrouve les pratiques de la méditation, de la bioénergie d'Alexandre Lowen, élève de Reich, de la Gestalt-thérapie développée par Frédéric Perls, disciple dissident de Freud, et la psychologie humaniste de Carl Rogers. De retour en France, Fourcade entame une psychanalyse avec Lucien Koch, psychanalyste d'orientation lacanienne, et il suit son séminaire de recherche en psychanalyse et en champ social qui est appelé Cheminaire. En 1972, il s'inspire de ces différentes pratiques en y incluant le travail régressif en piscine d'eau chaude,
pour fonder le CDPH, Centre de développement du potentiel humain. Il devient ainsi le pionnier de la psychologie humaniste en France, dans la logique des travaux de Rogers, de Maslow, de Lee Cooper, de Peirce, de Lowen, de Pierrakos et de Berne. Vincent Lennart rejoindra le CDPH en qualité de co-directeur en 1976 jusqu'en 1981 et ils animeront ensemble beaucoup de séminaires, publieront en 1981 un livre des bioscénarios, synthèse de la bioénergie et de l'analyse transactionnelle, qui fut réédité en 2007 chez Duno. En 1981, avec une vingtaine de psychothérapeutes, il participe à la création du syndicat national des praticiens en psychothérapie, SNPPSY, et 14 ans plus tard, aux côtés de Philippe Grauer et de plusieurs autres chefs de file de l'école française de psychothérapie, il fonde la Fédération française de psychothérapie, FFDP, qui est affiliée à la puissante European Association of Psychotherapy, pardon pour l'anglais, qui regroupe hors de France de nombreux psychanalystes. En 1991, il crée la FLDP, Faculté libre de développement et de psychothérapie, qui deviendra la NFL, Nouvelle Faculté libre, en 2000, pour y développer ce qu'il dénommera la psychanalyse intégrative, inspirée par les travaux de groupes de recherche sur la psychothérapie fondés par Max Pagès à l'Université Paris 7 et fondée sur les multiples approches de l'inconscient, l'apport des psychothérapies psychocorporelles et existentielles et de la sociologie clinique. En 1994, il soutient la thèse de psychologie sociale clinique à l'Université de Paris 7 sous la direction de son mentor Max Pagès. En 1999, il crée avec quelques autres, dont Philippe Grauer, l'Association fédérative française des organismes de psychothérapie, AFOP. En 2004, il participera au sein de la coordination psy, impulsée par Jacques-Alain Miller, à la lutte contre la réglementation des psychothérapies. Au sein de la nouvelle faculté libre, il énoncera les principes de la psychanalyse intégrative. Y seront invités de nombreux théoriciens et représentants des courants de la psychanalyse et de la psychothérapie, comme il le faisait déjà au CDPH. La NFL a arrêté ses enseignements en 2020 du fait de la disparition de son fondateur. Quels sont les principes de la psychothérapie intégrative selon Jean-Michel Fourcade? Pour lui, l'être humain est une unité ouverte. Pour comprendre et agir dans cette unité, la psychothérapie doit tenir compte des interactions complexes du corps et du psychisme et ne pas séparer ces niveaux d'être. L'approche intégrative est attentive à la complexité née de la mise en rapport des systèmes en interrelation corporelle, émotionnelle, psychique, individuelle et psychique familiale et sociale et spirituelle, qui composent cette globalité, chacun avec ses lois propres. Les théories psychothérapeutiques multiples, ayant le statut de théorie partielle dans la pensée épistémologique moderne, ont des énoncés en partie complémentaires, en particulier si on le regarde comme spécifique à des niveaux d'être du sujet, compris comme un système de systèmes, en interrelation et ayant chacun ses lois propres. Les systèmes corporels et émotionnels théorisés par les travaux de Reich, Lowen, Pierrakos, Pagès, le système psychique et langagier exploré par les travaux psychanalytiques, et les articulations avec le système social, abordées notamment par Vincent de Gollejac. Plus spécifiquement, la psychothérapie intégrative par Jean-Michel Fourcade, où il présente en 2015 un texte où il présente sa conception de la psychanalyse intégrative, il part du constat que, je cite, les nouvelles théories et pratiques étaient présentées par leurs créateurs et leurs écoles
comme des blocs théoriques hétérogènes, souvent à prétention scientifique, excluant les autres approches, selon une épistémologie fermée, peu intégrative, que Max Pagès a analysée dans Traces ou Sens. Des théories partielles prennent le statut de métathéorie, puis, dans leur utilisation sociale, par les clans intellectuels des idéologies pour la conquête du pouvoir universitaire et économique. Il prend donc le pied des psychologues de sa génération précédente qui, pour des raisons scientifiques, regardent d'un mauvais œil l'intégration des théories et des techniques psychothérapeutiques. Sa démarche part d'une question de savoir si ces théories et techniques présentées comme hétérodoxes sont réellement aussi différentes les unes des autres. Il va essayer d'en dégager les éléments communs, de saisir la nature de leurs différences, puis de réfléchir aux possibilités théoriques et techniques d'intégration. Il fait le constat que ces thérapies provoquent un rejet puissant de la part des psychologues et des psychanalystes. Ce sont plutôt, d'ailleurs, les psychosociologues qui s'y intéressent, remarque-t-il. Plutôt que de se situer dans l'opposition conceptuelle de ces pratiques, Jean-Michel Fourcade pense qu'elles peuvent apporter des outils de compréhension et d'action plus variés que chacune des monothéories qu'elles constituent. C'est le groupe de recherche créé par Pagès à Paris 7 et qui a continué ses travaux dans le cadre de la FLDP puis de la NFL, nourri par les élaborations théoriques de psychothérapie et complexité, qui a conduit à la création de la Fédération française de psychothérapie intégrative, en relation avec l'Association européenne de psychothérapie intégrative. En 1998, Philippe Greuer, Max Pagès, Jean-Michel Fourcade publient le manifeste de la psychothérapie intégrative. Et c'est dans sa thèse de doctorat sur les patients limites que Jean-Michel Fourcade illustrera son approche convaincu qu'une théorisation et une clinique complexe étaient incontournables. Jean-Michel Fourcade veut passer des théories partielles à une métathéorie qui permet de les intégrer. Son ambition porte aussi bien sur l'épistémologie structuraliste, lacanienne, pour intégrer les multiples théories apparues dans le champ des psychanalyses, que l'épistémologie systémiste permettant l'intégration des théories allant du neurobiologique au sociétal, théories concernant le fonctionnement de l'être humain, étudiées de façon holistique. Sur le site de la SFPI, la psychanalyse intégrative se définit ainsi. Elle se fonde sur une épistémologie de la complexité à l'articulation des psychanalyses et des psychothérapies relationnelles et existentielles. Elle adopte le modèle du psychisme élaboré par Sigmund Freud et enrichi par ses successeurs ainsi que les apports de Wilhelm Reich. Elle instaure aussi un dialogue et un rapprochement entre les différentes démarches et privilégie les articulations théoriques et les stratégies thérapeutiques multiples. La psychothérapie intégrative répond à la nécessité de tenir compte de l'évolution des troubles en relation avec les transformations des diverses sociétés contemporaines où les personnalités limites sont en constante augmentation. Pour aider une personne, un groupe, une organisation en souffrance, les professionnels conscients de ces évolutions doivent combiner à la fois des outils de compréhension pour décoder la part des facteurs affectifs, des réalités sociologiques, physiologiques, dans la construction et reconstruction des sujets, et articuler des dispositifs thérapeutiques appropriés. Voilà un petit peu pour présenter globalement les apports de Jean-Michel Fourcade. Quels sont ces concepts théoriques, plus précisément? Dans sa thèse de doctorat, qu'il publiera par la suite, il énonce que la théorie, alors sa thèse de doctorat
s'intitulera à la publication « Les patients limites, psychanalyse intégrative et psychothérapie ». Première publication aux éditions d'Escalier de Brouwer et deuxième édition aux éditions RS. Donc, dans sa thèse de doctorat, il énonce que la théorie qu'il propose peut être résumée en 3 postulats. Reconnaissance de l'inconscient, travail dans la relation de transfert, technique adaptée à la personnalité du patient et à ses régressions dans la cure. Et le concept central pour Jean-Michel Fourcade va être la régression. Puis il affirme qu'aujourd'hui, encore, la théorie de la régression, à l'articulation entre les travaux de Jean Bergeret et ceux de Pagès, représente ce que la clinique offre de plus sûr. Jean Bergeret, j'aurai l'occasion de vous présenter les travaux de Bergeret au mois de juin à la dernière séance du séminaire. Donc, il dit que l'articulation des travaux de Bergeret, de ceux de Pagès, représente ce que la clinique offre de plus sûr, bien que la tendance actuelle soit plutôt orientée vers les théories neurobiologiques et les psychothérapies prescriptives. Je ne doute pas, dit-il, que la théorie de la régression ne rencontre à l'avenir auprès des cliniciens plus d'écho qu'elle en a eu jusqu'à présent. Dans un chapitre de sa thèse « Les patients limites », il constate qu'il ne manque pas de théoriciens pour contester le concept même de régression. Existe-t-il réellement une possibilité de revivre le passé, même lorsque le sujet semble revivre des comportements qu'il avait dépassés, ne les vit-il pas au milieu d'un ensemble de comportements actuels? Peut-on avoir accès à de l'archaïque pur? Ou n'est-il saisissable qu'au travers de constructions et modes de fonctionnement plus avancés? Ce n'est pas sans méconnaître ces diverses questions théoriques que pose la notion de régression que Jean-Michel Fourcade propose ses arguments en sa faveur. Il justifie l'usage de la régression dans la cure de cette manière. Alors que le moteur de la cure analytique classique reste principalement la frustration, l'utilisation de la régression dans un but thérapeutique entraîne aussi une transformation du moyen thérapeutique. Le thérapeute, dans de telles situations, recherche une réparation par la gratification réelle et symbolique. Gratifier, c'est donner et refuser. C'est donner et recevoir du patient avec les aspects multiples et complexes de la communication parent-enfant, patient-thérapeute. C'est dans ce sens que sont allées les œuvres de Winnicott, Balint et Ferenczi. Les techniques émotionnelles et corporelles développent cet aspect de travail lié à la régression, qu'il écrit toujours avec un R majuscule pour noter que c'est vraiment un concept clé, jusqu'à pratiquer un maternage réel au cours des séances. Donc voici les principes quand même fondateurs de sa pratique, et de ce qu'il développe dans son ouvrage sur les patients limites. Alors je vais vous amener des critiques sur ces concepts fourcadiens. S'il semble nécessaire dans toute approche épistémologique, d'avoir un abord critique des théories que nous présentons, il faut rappeler ici encore que l'abord critique n'invalide en rien la démarche conceptuelle et les travaux des théoriciens. C'est d'autant plus vrai avec Jean-Michel Fourcade, qui est un théoricien hors pair et qui, dans son livre « Les patients limites », a fait un travail remarquable. C'est pourquoi nous considérons l'importance de cet apport que nous nous permettons de poser les questions qui dérangent. D'ailleurs, je dirais que Jean-Michel Fourcade lui-même a fait tout un abord critique dans son ouvrage « Les patients limites » des concepts de son mentor, Max Pagès, mais aussi des théoriciens, Freud, Ferenczi, Lacan, etc. Donc je me suis permis aussi de pouvoir le faire, puisque Jean-Michel Fourcade était un de mes formateurs, mais je n'étais, en avançant dans mon travail avec lui, théorique
et d'ailleurs analytique, je me suis aperçu des divergences qui commençaient à poindre dans ma propre démarche à moi. Donc c'est pour ça que donc, je disais que nous considérons l'importance de cet apport, que nous nous permettons de poser les questions qui dérangent, et en tout cas cela n'a rien à voir avec le regard méprisant qu'ont eu à l'époque les psychanalystes de tous bords, freudiens ou lacaniens, qui souvent jugeaient, alors qu'ils n'avaient ni pris le temps de lire les textes des auteurs concernant les états limites ou les pratiques psychocorporelles, ni eu le courage d'aller expérimenter ces pratiques. À l'époque, Roger Gentil, psychanalyste d'orientation lacanienne, fut peut-être un des rares qui se risqua à expérimenter ces dernières et à écrire un ouvrage conceptuel qui s'appelle Leçons de corps, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente intervention, et qui s'est vraiment intéressé aussi à ces pratiques et ces théories. L'abord des concepts lacaniens de Jean-Michel Fourcade semble tout de même indiquer une lacune dans leur compréhension. Ainsi, dans le paragraphe, je cite, « Le thérapeute figure père-mère, figure limite », il reprend la théorie lacanienne de la fonction père et indique que, je cite, « l'enfant s'appuie sur le père pour se libérer du psychisme maternel et advenir comme sujet. Dans la phase intermédiaire, l'enfant vit à la fois la tentation du retour à la relation fusionnelle à la mère et le besoin du père, espoir et terreur. En même temps, quel type de relation crée-t-il avec ce père, cet autre, par rapport à la mère et à lui? De même nature que celle qu'il avait avec la mère. Il s'efforce de trouver avec le père les mêmes liens fusionnels. Il vérifie son côté maternel. Le besoin d'un père dur et fort, porteur d'ordre et de loi, ne viendra qu'après, dit Jean-Michel Fourcade. Bien que Fourcade ait saisi que Lacan parle de la fonction père, il le rabat, me semble-t-il ici, vers l'imaginaire, tout en précisant que le besoin d'un père dur et fort, porteur d'ordre et de loi, ne viendra qu'après. Les représentations qu'il donne de la fonction paternelle, et par conséquent maternelle, sont presque caricaturales. Ces assertions posent un net problème, surtout lorsque Fourcade indique que dans la régression, le thérapeute est réellement le père ou la mère pour le thérapisant. Quand le thérapeute interagit en régression avec le patient, il interagit donc avec ses propres représentations imaginaires conformes aux représentations sociales. La mère avec son côté maternel, le père dur et fort, porteur d'ordre et de loi. Je présente ici un extrait d'une thérapie avec une patiente qu'il dénomme Madeleine. Je cite, « Ces actions dans le transfert en relation directe avec le contenu des rêves apportés par Madeleine permettent à Madeleine d'introjecter une bonne mère qui soit une femme, ce qui aboutit à détacher Madeleine de sa fusion à la mère mortifère. Ainsi s'est reconstruit en elle une bonne mère. Le travail avec le thérapeute homme a consisté à poser le cadre de la psychothérapie, à l'encourager à vivre sa colère, à montrer ses émotions, à intérioriser un père puissant. Madeleine sait que je dirige l'ensemble de son travail thérapeutique, protecteur et permissif dans le cadre de la loi, vécu comme un bon père, en particulier face au fantasme du père tueur terrifiant. Ce père qui va permettre ce qu'un rêve de Madeleine appelle la bonne greffe, ce qui veut dire passer de l'état limite à un autre état énergétique, émotionnel et psychique. On peut noter ici chez Fourcade que les représentations imaginaires à l'œuvre dans sa pratique donnent une répartition des rôles à l'homme thérapeute et à la femme thérapeute.
Le concept qui sous-tend la démarche thérapeutique est inspiré des travaux de Ferenczi, mais surtout de Mélanie Klein, sur l'introjection-projection des bons ou des mauvais objets. Ici, le mauvais objet mortifère, c'est de la place au bon objet mère, introjecté grâce à la technique de régression du thérapeute. Cette manière risque tout de même de s'apparenter à ce que Max Pagès qualifie d'orthopédique. D'autre part, ce qui interroge, c'est lorsque Jean-Michel Fourcade affirme que c'est lui qui dirige le travail thérapeutique, et du coup non lui, qui se laisse orienter par ce qu'amène le patient. Or, la fonction paternelle chez Lacan est une fonction tierce, certes, mais surtout c'est une fonction métaphorique qui se substitue à l'inconnu pour l'enfant du désir de la mère et à l'angoisse que cela représente pour lui. Pour l'enfant, alors c'est une fonction qui introduit le manque et nomme le père comme cause du désir. Lorsque l'enfant, au moment de la mise en place du jeu de la bobine et du Forda, moment dépressif, où l'enfant est proche de l'anéantissement et que Lacan nommera aphanisis, lorsque cet enfant perçoit qu'il n'est pas tout pour la mère et qu'il en est séparé, qu'elle va voir ailleurs, il reportera cette cause de l'absence de sa mère sur le père ou toute personne qui apporte à la mère. Ce qu'il saisit, c'est qu'elle désire un autre ou autre chose que lui. L'enfant déchoit alors, et là, il va mettre en place un opérateur psychique qui va faire office de tiers. Cet opérateur psychique, Lacan va le nommer signifiant phallique, c'est-à-dire le signifiant de la métaphore paternelle. Le signifiant phallique chez Lacan n'est pas le signifiant du phallus au sens où on l'entend habituellement, du pénis, mais c'est le signifiant d'un manque fondamental. Du coup, on peut se poser la question d'une technique psychocorporelle qui essaierait de reprendre les moments correspondant à la régression pour rematerner ou repaterner le patient. Pour Lacan, le sujet trouve sa place à partir de ce qu'il a repéré et interprété du désir de la mère. Est-il l'objet qui comble la mère, ce qui est propre à la position, propre à la structure obsessionnelle, ou est-ce celui qui a un objet qui intéresse la mère? On serait plus dans une position hystérique. L'enfant ne se structure pas sur un mode obsessionnel ou hystérique pour Lacan selon qu'il est franchi ou non des stades de développement pulsionnel où il y est resté fixé, mais surtout par la manière dont il se positionne eu égard à ce qu'il perçoit du désir de la mère, être ou avoir le phallus. Jean-Michel Fourcade, malgré une prise de conscience dont il témoignera dans une préface d'un livre de Vincent Lénart, restera profondément marqué par le déni même de ce qu'il a du mal à admettre. Je cite. D'autre part, voyant comme lui que l'homme est capable du pire comme du meilleur, j'ai, après une longue psychanalyse, davantage tendance à admettre que, contrairement aux anthropologies que nous avions décrites dans notre ouvrage commun avec Lénart, celle du corps énergétique positif, que Maslow, Lowen, Pirakos et Rogers mettent au centre de leur conception de l'homme, les pulsions de mort, les forces destructrices et autodestructrices sont aussi constitutives que les forces de vie. Ce déni opérera dans sa pratique et dans sa conceptualisation de la régression. Fondamentalement, il reste naturaliste et donc attaché au stade du développement sexuel propre au post-freudien de Winnicott à Bergeret, en passant par Mélanie Klein ou Françoise Dolto. Ainsi, la régression permet non seulement
de désintriquer les fixations de la libido aux pulsations partielles propres au stade, mais aussi de reparenter le patient en devenant réellement le bon père ou la bonne mère du patient, en adoptant en tout cas le supposé bon comportement et en ayant la réponse supposée la mieux adaptée. C'est ici une méconnaissance de deux concepts lacaniens, celui du réel, d'une part, et celui du sujet du signifiant. Jean-Michel Fourcade parle d'un retour au réel traumatique du patient. Il déploie cela dans son dernier ouvrage, Les patients limites. Cela positionne d'emblée le thérapeute comme sachant y faire pour le bien du sujet, pour le remettre sur les rails d'un développement psychique normal. Si l'usage de la régression et le développement du concept que Jean-Michel Fourcade propose méritent attention et intérêt, le rôle qu'il donne au thérapeute est problématique. Toute la recherche et le positionnement théorique de Jean-Michel Fourcade à propos de la régression, excusez-moi, j'ai un appel. 2 secondes, merci. Oui, donc il me reste 5 minutes. Ben, je vais tâcher d'accélérer. Où j'en étais? Oui, si l'usage de la régression et le développement du concept que Jean-Michel Fourcade propose mérite l'attention et l'intérêt, le rôle qu'il donne au thérapeute est problématique. Toute la recherche et le positionnement théorique de Fourcade à propos de la régression et de son utilisation dans la cure, l'invitation à ne pas reculer devant celle-ci, pour reprendre l'expression de Lacan à propos de la psychose, est à considérer. Cependant que le thérapeute s'implique ainsi dans le réel de la cure, pose de nombreuses questions. L'idée même de reparentage et de réparation soulève beaucoup d'interrogations. Dans la perspective du structuralisme lacanien, la régression pose problème en ce sens, où la notion de stade de développement est franchement remise en question par Lacan. Dans le séminaire 11, il dit « Toute l'originalité de l'analyse est de ne pas centrer l'ontogénèse psychologique sur les prétendus stades qui n'ont littéralement aucun fondement repérable dans le développement observable en termes biologiques. Le développement s'anime tout entier de l'accident. La description des stades formateurs de la libido ne doit pas être référée à une pseudo-maturation naturelle. Cela est évidemment conforme à l'insistance qu'il a dans ce même séminaire à resituer la notion de pulsion freudienne et à lutter contre la tendance des traducteurs à confondre l'instinct, instinct en allemand, et Trieb, pulsion. La pulsion, rappelle Lacan, est du côté de la représentation. Elle est déjà éloignée de l'objet réel. Et l'objet que trouve la pulsion pour s'en satisfaire est un objet que l'on retrouve dans le réel, mais qui fondamentalement n'a jamais existé. Il faut relire pour cela le texte de Freud sur la Verneinung et les commentaires de Jean Hippolyte. Cela remet en question toutes les théories psychanalytiques d'un objet qui serait adéquat à la pulsion. La perspective fourcadienne s'inscrit dans cette notion de stade du développement et suppose que par la régression, on peut atteindre les stades archaïques du développement et dénouer les fixations libidinales au stade antérieur, mais aussi réparer le narcissisme du patient en lui permettant d'introjecter les bons objets. La perspective lacanienne place le traumatisme non pas dans un mode de relation toxique avec le ou les parents, mais dans une position décisive de l'infance, encore dans la jouissance de l'un et son rapport avec la parole. Le traumatisme, c'est l'entrée dans la parole, car cette entrée mortifie le réel. Une partie de la jouissance du réel est perdue. Le mot tue la chose. Ainsi, entrer dans le symbolique, c'est déjà entrer dans la mort. Pour les tenants du naturalisme, c'est insupportable, comme l'a été l'introduction de la pulsion de mort par Freud dans ses théories de la pulsion en 1920. On retrouve dans les propositions, et je vais bientôt terminer, de Fourcade, la théorisation développée par Karl Abraham en 1924 dans Esquisse d'une histoire du développement de la libido, fondée sur la psychanalyse des troubles mentaux et repris par Maurice Bouvet.
je cite, qui est un psychanalyste, que le point d'achèvement de l'expérience analytique, dit Bouvet, serait de permettre à l'analysant d'atteindre un objet idéal, terminal, parfait, adéquat pour son désir et ce faisant, d'aboutir à la normalisation du sujet. Et Bouvet, il faut le savoir, c'était le président de la Fédération française de psychanalyse. Par ailleurs, l'idée ainsi avancée d'un objet harmonique devrait se vérifier dans un rapport sexuel enfin harmonieux. Cela posé, la visée d'une cure sera alors de normaliser le désir du sujet en le réduisant à cet objet adéquat et harmonieux dans le rapport sexuel. Une psychanalyse, selon Bouvet, devra permettre une maturation des pulsions. Ainsi, dans l'article « Évolution de la psychanalyse », il écrit « Le moi est devenu l'élément principal dans la lutte entre désir de satisfaction instinctuelle et adaptation à l'environnement. L'adaptation est donc une satisfaction instinctuelle, c'est-à-dire une relation adéquate à l'objet pulsionnel qui, suivant les phases de maturation normale, est l'objet génital conforme. Nous retrouvons cette définition de l'objet adéquat chez Françoise Dolto. La névrose se présente alors comme une évolution normale empêchée, ne pouvant accéder à cette adaptation si heureuse au monde que l'on nomme la relation d'objet génital et qui donne à tout observateur le sentiment d'une personnalité harmonieuse. Voilà quelle était la conception de la psychanalyse et d'une cure psychanalytique en 1950-1954 dans la Fédération française de psychanalyse. Lacan, pour sa part, partira des catégories du désir, de demande, pour interroger les différents types de névroses. Dans le séminaire Les formations de l'inconscient, Lacan préconise de faire de la demande et du désir quelque chose d'usuel, un usage quotidien. La visée et la direction de la cure psychanalytique sont ainsi définies. Le registre de la demande avant Lacan était le seul pris en compte. Lacan introduit la dimension du désir. Entre les deux, c'est toute une conception différente de l'objet qui s'opère. Lacan positionnera la structure névrotique et son traitement en opposition à ces différentes conceptions de l'objet en psychanalyse. Malgré ces références lacaniennes, Jean-Michel Fourcade restera lui aussi profondément ancré dans cette perspective naturaliste, propre à la psychologie humaniste et à ces courants de la psychanalyse freudienne. Pas étonnant alors qu'il puisse proposer une psychanalyse intégrative qui concilie les apports des courants humanistes et reichiens avec la psychanalyse. Pas étonnant non plus qu'il se tienne éloigné du structuralisme lacanien et puis encore de la topologie des nœuds. Voilà, mon intervention se termine là. Bien. Merci Bien. beaucoup Thierry. Merci beaucoup Thierry. Merci Thierry. Alors, on va vous proposer maintenant pouvoir échanger avec Nussberger à propos de son intervention. Alors, je m'entends en écho. Oui, il faut que les autres ferment les micros, juste la personne qui prend la parole doit parler parce que sinon c'est... D'accord. Alors, d'abord, je voulais te remercier Thierry pour cette très belle intervention. Pourquoi? Parce que tu partages avec nous quelque chose, finalement tu l'as très bien décrit, qui t'a été aussi personnel dans ton parcours. C'est quelque chose d'essentiel, de fondamental. Et puis, la mise en perspective que tu amènes est importante puisque elle ne se fait pas par rapport à une théorie particulière, mais par rapport au développement qu'a connu ta pratique et ton positionnement en tant que psychothérapeute, et tu l'as très bien dit, et que psychanalyste. Alors, avant qu'il y ait d'autres questions, je vais t'en poser une qui m'est venue
qui concerne 2 points importants. Tu débutes d'ailleurs avec ça, c'est que ton texte et ton exposé commencent par la question de la sexualité. Ça commence par ça. C'est-à-dire mai 68, tu l'amènes très bien, c'est pas n'importe quoi comme moment dans la société, pas seulement française, d'ailleurs internationale. Hein. Et la réponse, elle vient, en tout cas sur la question de la psychothérapie intégrative, elle vient des psychosociologues. Alors, est-ce que toi, tu as une idée? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est construit, que cette pensée-là, cette élaboration-là, elle s'est faite du côté de la psychosociologie plutôt que du côté des psychanalystes ou des psychologues? Alors, une question intéressante, pertinente. Si on reprend le début de mon texte, où je me suis appuyé sur un livre très intéressant d'ailleurs de Georges Buisson, le fils de Patrick Buisson, qui lui-même, alors là, sur le plan oedipien, c'est intéressant parce que là, il démonte son père, il démonte la jouissance du père. Mais Buisson nous montre aussi quelque chose, parce que, comme un psychosociologue aussi d'ailleurs pourrait le montrer, c'est ce qui a été à l'origine, un peu selon lui, de 68, c'est-à-dire le clivage de la société, sa répartition binaire. Alors, répartition binaire déjà au sein même de l'université, et il met en avant la hiérarchisation de la société universitaire, hein, qui a été d'ailleurs très contestée par le mouvement de 68, puisque c'était la question de l'autorité, du pouvoir, du patriarcat qui a été remis en question, et c'est pas pour rien. Et ça a débuté avec effectivement cette répartition binaire dont Buisson parle, qui est la répartition homme-femme. Et cette répartition qui se manifestait plus dans un milieu social, défavorisé, puisqu'on avait placé ces étudiants dans ce quartier nanterre, pas loin, où il y avait une séparation des bidonvilles, il y avait les barbelés qui séparaient par des murs. Et voilà la perspective qu'avaient les étudiants, alors qu'ils voyaient leurs collègues plus fortunés, qui venaient des milieux bourgeois parisiens, venir avec leurs super petites, les femmes avec leurs mini Cooper, et qui descendaient avec leurs petites mini-jupes et leurs bottes en cuir, là, qui donnaient tout un aspect très attractif et dont ils étaient privés. Et par contre, les garçons en bourgeoisie et la haute bourgeoisie de l'époque, ils les voyaient palabrer avec ces jeunes femmes, et ils savaient qu'ils se retrouvaient dans les bistrots du 6e, voire au Flore ou des choses comme ça. Donc ces étudiants le voyaient. Et là, on a une dimension sociologique quand même, et psychosociologique. Pagès, il arrive dans ces moments-là, c'est-à-dire que il sent bien qu'il y a dans l'université cette hiérarchie de valeurs, et où les valeurs de l'époque, c'est la psychanalyse. Avec la manière dont les psychologues, psychanalystes et les médecins sont dans le mépris de tous ceux qui ne suivent pas leur perspective psychanalytique, leur théorisation. Il y a un mépris quand même qui est là. Et le mépris est d'autant plus fort qu'il s'adresse aussi à ces thérapeutes qui sont partis aux États-Unis, qui en reviennent, et donc aux gens qui développent les thérapies psychocorporelles, émotionnelles, sur
regardé, on ne cherche même pas à comprendre, on dégomme ça d'un regard méprisant. Alors Pagès, lui, il va être sensible à tout ça et en même temps, il va être sensible dans son enseignement à casser ses méthodes d'enseignement. Il ne va pas le faire sans risque parce que quand il va proposer les pratiques autogérées à Paris 7, ça va être le bordel manifeste. Et bien, il sait que ça fait partie du process. Mais par contre, comment dire, les professeurs qui sont ou les directeurs de la fac sont quand même assez perplexes et voire inquiets de ce qui s'y passe, quoi. Et ça fait partie aussi du travail que Pagès fait dans les groupes. Comment il va essayer de travailler sur l'affectivité des groupes, la régression archaïque dans les groupes, avec les travaux d'Anzieux d'ailleurs, hein, aussi plus tard. Donc effectivement, il y a toute une dimension là. Ça va intéresser les psychosociologues pour répondre à ta question, parce qu'effectivement, Pagès y introduit la dimension sociologique, s'intéresse à ce qui se passe pour les étudiants, et il va être avec eux. Il ne va pas être dans la chaire à distribuer, il va être au sein même, et il va se faire secouer. Alors que en général, les autres, les professeurs sont bien à l'abri derrière les pupitres, et puis il n'y a pas trop de communication avec les étudiants, ils n'ont qu'à obéir. Voilà, tout ça, ça va. C'est donc aussi ça qui va amener 68. Hein, ce désir des étudiants de sortir de cette ornière du séparatisme, de fermer là et puis obéissez, quoi, en fait. Oui, alors il y a aussi, enfin, dans ce que tu dis là, ça fait apparaître aussi la division par rapport au savoir. Il y a ceux qui savent, les profs, voilà, et puis les étudiants, comme tu dis, qui doivent se taire et apprendre, quoi. Enfin... C'est ça. Et Pagès, justement, réintroduit le savoir des étudiants. Oui. Alors il y a Barbara. Ça va leur permettre de l'élaborer. Oui. Pardon. Oui, alors merci Thierry pour ton intervention. Je trouve que tu cernes vraiment très finement justement les différentes pratiques et puis leur ligne un peu de rupture à la fois dans le rapport à l'objet, dans le rapport au langage. Bon, enfin voilà, c'est vraiment intéressant avec cet éclairage. Moi, ce qui m'a... Alors, j'ai associé comme ça sur 2-3 choses en t'écoutant. Ce qui m'a marqué dans l'apport de Max Pagès, c'est combien aussi dans son approche théorique, il y a un projet politique, un projet de société qui est... Et là, c'est intéressant parce qu'effectivement, il amène ça du côté de la sexualité. Alors, c'est pas nouveau parce que on sait très bien que ce qui va être refoulé et ce qui va être mis de côté, c'est cette chose-là. Et je trouve qu'à chaque fois qu'il y a des théoriciens qui ont voulu rapprocher en tous les cas la théorie d'un certain projet politique, c'était une certaine façon de faire lever ce refoulement-là, quoi, hein, on le voit très bien chez Reich, on le voit très bien chez Hartmann aussi, enfin, voilà, de refaire une certaine unité, alors de ramener la psychanalyse qui est spontanément refoulée parce que ce qu'elle dit n'est pas entendable ou acceptable, mais à chaque fois d'essayer de la ramener comme ça dans la société. Et voilà, ça m'a frappée. Et alors, je crois que Fourcade, il est un petit peu moins dans cette perspective-là. Mais alors, quand tu as parlé du père fort et de la mère maternelle, alors là aussi, je trouve qu'on est vraiment mais dans un modèle très, dans une vision très naturaliste hein, de ce que serait le père, de ce que serait la mère, voilà. Et alors, le père qui incarne la loi, avec, comme ça, en demandant finalement aux gens de se soumettre à cette loi-là, de se soumettre aux signifiants, parce que le langage, tel qu'il l'amène, enfin, ou la parole, à dire, puisque voilà, tu as souligné cette distinction-là entre parole et langage, la parole n'est pas du tout manquante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir l'interroger. Voilà, c'est la loi, blâme, ça tombe comme ça, comme un couperet, quoi. Enfin bref.
Voilà, enfin, c'est... Donc, effectivement, après, on voit bien comment l'approche structurale qui, elle, divise, mais en même temps que ça divise, ça organise. Voilà, c'est pratiquement insoluble avec une approche qui tente de lever cette division-là bon, pour faire une unité. Voilà, ça c'est juste les 2-3 réflexions. Alors, Fourcade, il dit qu'il reconnaît l'inconscient. Alors du coup, je me suis demandé, mais l'inconscient, c'est quoi pour lui? Parce que est-ce que c'est un inconscient freudien, enfin, tel que Freud l'entend? Oui, c'est un petit peu ce que j'ai développé, c'est vraiment l'inconscient freudien. C'est pour ça qu'il peut faire de la psychanalyse intégrative, parce que c'est la pulsion telle que la voit Bouvray, telle que la voit la psychanalyse de l'époque. Hein, mais effectivement, ça n'introduit pas. Alors, ça colle, comme les théories de Dolto, ça colle parce que ça situe la pulsion du côté d'un développement psychosexuel et d'un naturalisme. Ça oublie une chose, c'est que la sexualité, ça n'a rien à voir avec uniquement la pulsion, enfin ça a à voir quelque part, mais ça a aussi à voir avec le fait qu'on parle. Et c'est ça, je crois, que ce qu'oublient les naturalistes, c'est qu'il n'y a pas de sexualité si on ne parle pas. L'animal, enfin, alors on va me dire, l'animal, il y a une sexualité. Non, l'animal n'a pas de sexualité. L'animal, j'allais dire, il ne sait même pas qu'il baise. C'est-à-dire, il copule. Et il n'a pas de souci avec la sexualité. Il ne va pas se dire, je suis un mâle, je suis une femelle. Il ne va pas se dire, c'est comme ça que je dois faire. Je préfère telle pulsion partielle, etc. Ça n'a, pour lui, il va copuler, c'est dans sa génétique. Ce qu'introduit le fait de parler, ça introduit la sexualité. Et ce n'est pas l'inverse. Parce que la sexualité, c'est une représentation. Et les pulsions, ils ont effectivement leur mot à dire, je vais dire. Parce que c'est dans le sens où, sur le plan imaginaire, on va les placer sur des parties de corps, mais la sexualité vient bien faire coupure. En parlant, on n'est plus dans la nature, on n'est plus dans un mode où la génétique va gérer notre sexualité sans qu'on ait une question à se poser, alors que l'homme, la sexualité, dès lors que ça commence à effleurer, ça devient une question, mais insoluble. On ne sait pas y faire avec la sexualité et on ne saura jamais y faire. Il n'y aura jamais un mode d'emploi. Oui, c'est là la différence. Oui, ils envisagent la pulsion vraiment juste du côté de la jouissance finalement et pas du tout sa dimension symbolique en tant que représentant de la représentation, quoi. Ça, c'est évacué d'une certaine façon. Jusqu'à ce que Bouvet peut dire, et c'est pour ça que ça fonctionne bien avec les thérapies psychocorporelles, cette façon de voir la psychanalyse, c'est de trouver l'objet adéquat. Il y a le bon objet. Dolto l'a dit, il y a un bon objet, et il faut le trouver jusqu'au point où on atteint le stade oblatif. Hein, le stade, une fois qu'on a dépassé l'Oedipe, on est dans l'oblatif. Donc cet homme harmonieux. Je ne sais pas comment ils ont pu pondre un truc pareil, n'empêche ces psychanalystes-là, ni Bouvet, parce que Bouvet, je ne pense pas qu'il devait être si harmonieux que ça. Hein. Ni même les autres, d'ailleurs. Merci Thierry. Oui, je ne sais pas si je peux prendre la parole. Oui, parce que David, je vois tes lèvres bouger, mais tu n'avais pas le micro en fait. Oui, ça y est. Voilà, ça y est, je suis là. Oui, alors, merci. S'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole, il faut leur dire. Oui, s'il y a des participants qui veulent poser des questions, qu'il faudrait. Voilà, si certains d'entre vous souhaitent intervenir, vous pouvez soit activer votre micro, soit écrire votre message et nous y répondrons. Vous levez la main, mettre une main levée, ils peuvent, non? Oui, bien sûr. Oui. Donc oui, merci beaucoup Thierry. Je trouve que ce que tu amènes là à travers ces deux auteurs,
j'ai presque envie de dire, c'est presque un prétexte hein, pour ouvrir beaucoup plus largement ce que la question des psychothérapies vient ouvrir. Et puis notamment le fait que on peut pas penser la psychothérapie sans se dire qu'il y a quelque chose du côté de la rencontre au moins entre le corps et le langage. Voilà. Après les déclinaisons, la façon dont elles sont pensées depuis toujours hein, d'ailleurs. Mais là on voit bien là le chemin qu'ont adopté ces auteurs-là. Voilà. Et donc il y a aussi ce que je trouve assez intéressant, notamment dans les éléments de contextualisation que tu fais au départ. C'est que tout ça, ça n'existe pas sans un discours. Et je me faisais la réflexion un peu ce qu'a amené Barbara sur la question notamment politique, ce qui est quand même assez intéressant dans ce contexte-là, c'est que tu le dis très bien, hein, c'est la psychothérapie, il faut que ça puisse être un moyen d'émancipation, il faut pouvoir se libérer des dogmes, hein, ce que tu as dit. Et j'ai envie de mettre ça peut-être en perspective avec le fait que parfois la psychothérapie, au contraire, c'est presque un instrument politique du côté du pouvoir, quoi. Et peut-être d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a un risque hein, de ce côté-là, et je trouve que c'est pas inintéressant, voilà, peut-être de voir comment tout ça ça fonctionne, quoi. Alors, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, alors c'est la question de l'époque et le fait que c'était beaucoup centré sur la question des relations archaïques, avec notamment la question alors tu dis, hein, retrouver le paradis perdu, ce qui est quand même formidable. Et ce paradis perdu-là, il serait du côté du maternage réel. Enfin, ce qui est quand même fou. Et je me dis alors, le lien entre l'émancipation et le maternage, parce que je trouve assez, tu vois, il y a d'un côté la volonté d'émancipation, mais qui passerait par le maternage. Bon, c'est ce que tu soulèves très bien d'ailleurs hein, dans la différenciation avec les perspectives naturalistes et structuralistes. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et je rappelle hein, quand même justement hein, à cette époque-là, il y avait aussi tout ce qui concernait hein, dans les perspectives naturalistes, avec tout ce qui concerne les théories de l'attachement, qui repose aussi sur la question de l'empreinte chez Lorenz, hein, avec les petits canards là, voilà, qui suivent la mère, et où les singes de Harlow, quoi, hein, enfin d'Harlow, où il y a vraiment comme ça un modèle de cette époque qui est quand même assez particulier. Et là, j'arrive à ma question, parce que tu as fait aussi référence à Kohut, et c'est vrai que je me dis, ce qui est quand même assez intéressant, justement, c'est que la catégorie des borderline, aussi, elle émerge à cette période-là. Alors, quel lien on peut faire entre l'émergence de ce diagnostic-là et peut-être la perspective développementale naturaliste qui primait à l'époque? Est-ce que, d'ailleurs, on peut le faire? Enfin, j'imagine que la réponse peut être plus complexe que ça, mais je trouve que le lien n'est pas inintéressant parce que, justement, chez Kohut, il y a aussi cette notion de réparation. Ah, c'est une question qui mérite réflexion. C'est-à-dire le lien entre les théories des patients limites et puis le fait qu'on introduise la régression, c'est ça? C'est ça, parce que ça repose sur les mêmes bases, en tout cas. Hein, Oui. Alors, les théories, la question des patients limites, je crois qu'elle est arrivée avec, d'ailleurs Fourcade, il en parle, il dit que l'époque, déjà ça commençait à se fissurer du côté de la, comment dire, du nom du père. Justement, 68, c'est la remise en question de l'autorité paternelle, du modèle patriarcal. Et bizarrement, justement, à ce modèle patriarcal répond le modèle maternal, ou archaïque. C'est-à-dire, on substitue à l'aspect révolutionnaire, on en a marre du père, eh bien, si on en a marre du père, passons à la mère. Et passons aussi aux théories hindouistes, parce que c'est proche. Hein. Je l'avais un peu initié dans la première partie que j'avais faite sur les psychothérapies organiques et les psychothérapies de l'homme divisé.
Effectivement, c'est pas pour rien que d'ailleurs on introduit actuellement les psychothérapies de méditation, parce qu'effectivement elles sont naturalistes. Elles font une sorte de lien, la nature est notre bonne mère, retournons à la mer, et nous serons dans l'harmonie. Et on rejoint effectivement ce que disait aussi Bouvet, d'une évolution harmonieuse de la pulsion. Pour retrouver l'évolution harmonieuse de la pulsion, eh bien, retournons à l'archaïque. Là où, effectivement, l'archaïque mère s'est mal passé, le thérapeute va pouvoir réparer, justement, cet archaïque, ce narcissisme défaillant. Bon, ça pose toutes les questions que j'ai soulevées tout à l'heure sur la position du thérapeute, mais on est en plein, voilà, dans ce naturalisme-là, dans ce qui défaille. C'est ce que Rousseau disait, c'est ce que disaient après les Reich, c'est la société qui corrompt l'homme. Donc, puisque la société qui correspond aux exigences attribuées au père, remettons de la mère. Et là, alors effectivement, les patients limites. Pourquoi les patients limites? Parce que effectivement, c'est ce qu'on observe aussi actuellement dans notre pratique. Nous sommes beaucoup moins dans une pratique qui va vers le sens, tel que les analystes de l'époque faisaient. C'est une psychothérapie basée sur le symbolique. On tient beaucoup plus compte maintenant de ce qui est la question de la jouissance et non du sens. Et les patients se plaignent beaucoup plus d'être submergés par quelque chose qui les envahit, ils ont trop de ceci, pas assez de cela, pas assez d'énergie, trop hyperactifs. On est toujours dans des dimensions de plus et de moins, et non plus dans des questions sur le sens sens des choses, le sens de l'amour. Enfin, on est vraiment dans un moment qui correspond au moment du néolibéralisme, c'est-à-dire la jouissance débridée, où l'effondrement de la jouissance, on n'a plus rien, on est complètement raplapla, et on ne parle que de ça, de la dépression. Donc ces moments des patients en limite sont bien arrivés juste après 68. Dégradation, effectivement, du nom du père, et passage à cette jouissance débordante. Il y a un message là, non? Il faut laisser la parole pour les autres questions. Merci beaucoup Thierry, en tout cas. Alors, il y a Thomas Rabéron qui voudrait intervenir. Oui, bonjour, merci. Oui. Merci beaucoup pour ces exposés et ces réflexions extrêmement intéressantes. J'aurais deux remarques très rapides. La première, c'est quand même, quand on regarde ce qui se fait actuellement depuis une vingtaine d'années dans le champ de l'évaluation des psychothérapies psychanalytiques et de la psychanalyse, on se rend compte, je trouve, que ces oppositions ne rendent pas compte de ce qu'on observe, de ce que font les psychanalystes et les psychologues cliniciens dans leur pratique de psychothérapeute. Et ça, je crois que c'est un élément très important qu'on n'avait pas dans les années 80. Donc ça serait ma première remarque. Ce qu'on observe, à mon avis, c'est que tout ce dont vous avez rendu compte de l'observation, de l'opposition, on pourrait dire, entre Fourcade et Lacan, c'est la fonction maternelle et la fonction paternelle. Dans les années 80, et je trouve encore aujourd'hui, on est dans une opposition qui n'est pas pensée comme une opposition dialectique. Et je crois qu'il faut aller au-delà de cette opposition entre le naturalisme et le structuralisme. C'est-à-dire qu'une psychothérapie et une psychanalyse, c'est toujours une fonction maternelle et une fonction paternelle. Et quand on est du côté de la fonction maternelle, on est nécessairement du côté de la régression. Donc ça a été énormément travaillé par les post-bioniens, avec toute la fonction du rêve, la fonction onirique, et toute la psychanalyse américaine, et notamment au niveau de l'IPA, est partie dans cette direction-là. Et puis, du côté de la fonction paternelle, on voit bien comment les mouvements lacaniens et puis aussi d'autres mouvements psychanalytiques ont beaucoup plus travaillé cette question, notamment au niveau de la structure. Mais moi, ce que j'observe, c'est que, comment dire, on le voit très bien, notamment dans le dernier bouquin de Laurence Kahn, il y a une opposition entre cette dimension maternelle et paternelle. Et je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut aller plus loin.
Et il faut comprendre que le langage ne fait pas disparaître le corps, et le corps ne fait pas disparaître le langage. Ce sont deux registres de fonctionnement qui s'interpénètrent dans les psychothérapies et dans les psychanalyses. Et puis ma dernière remarque serait comment on fait alors pour aller plus loin? Eh bien, c'est de proposer, ce qui n'a pas vraiment été fait jusqu'à présent, une vraie dialectique de cette fonction maternelle et de la fonction paternelle. Et le deuxième élément, c'est de contextualiser de manière anthropologique les psychothérapies et la psychanalyse. Et ça, je crois, c'est l'élément le plus central, le plus fondamental. C'est notamment la voie qui est explorée actuellement par Pierre-Henri Castel, qui me paraît extrêmement prometteuse. Et on voit bien que c'est un fil qui traverse tout l'exposé d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment les psychothérapies et la psychanalyse sont toujours une réponse anthropologique, toujours une réponse anthropologique. Et à partir du moment où on essaye d'en faire une sorte de dimension essentielle qui serait départicularisée d'un contexte anthropologique, on en fait quelque chose du sujet supposé savoir. Donc ce que je veux dire par là de manière concrète, c'est qu'on voit bien que la psychanalyse de Freud répondait à des problématiques de son époque, la psychanalyse de Lacan répondait à des problématiques de son époque, les psychothérapies de régression répondent à une problématique de l'époque, et je crois qu'une vraie théorie scientifique de la psychanalyse et des psychothérapies doit toujours s'intégrer dans ce contexte anthropologique. Voilà, en très bref. Et oui, est-ce qu'il y a une question aussi? Je ne sais pas ce qu'en pense du coup Thierry, si ça fait écho dans ses réflexions, s'il voit ce dont je parle, voilà, ça m'intéresserait d'avoir son commentaire sur mon commentaire. C'est vaste. Hein. Bon, je vais essayer de répondre afin de poser un petit peu quelque chose. Alors, l'opposition du côté maternel-paternel, opposition fonction maternelle, fonction paternelle. Ce qui me semble, moi ce que j'essayais de souligner, de difficulté en tout cas, par rapport à ce que par exemple les thérapeutes comme Fourcade ont amené, c'est-à-dire j'ai l'impression que la question maternelle et paternelle, ils l'ont rebattu du côté du maternage-paternage. Et avec donc des propositions de thérapie qui sont effectivement très intéressantes, parce que moi je les ai expérimentées, hein, donc il y a des choses qui se passent, il y a vraiment à explorer, et comme je le disais, de ne pas mépriser, mais il y a aussi des questions qui sont d'ordre théorique, que j'ai essayé de soulever, et qui demandent effectivement encore à être explorées, mais aussi des questions pratiques. Parce que dans la pratique, dire qu'on va travailler sur l'archaïsme et proposer un bon maternage aux patients, et de faire, comme le disait Max Pazès, une implication personnelle et mêler son propre contre-transfert. Le problème qui se pose, c'est que le thérapeute, dans cette proximité qu'il a avec le patient, de proximité corporelle, émotionnelle, comment va-t-il ne pas être dépassé par ça? Ça, c'est une question. Qu'est-ce que ça va induire chez le patient? Parce que dans ce rematernage-là, c'est sûr qu'il va vivre des choses, mais est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec son histoire, ou est-ce que quelque chose qui va être induit par le thérapeute et qui va finalement risquer de créer une dépendance difficile après à dissocier ou à analyser, parce qu'effectivement, il y aura vraiment quelque chose d'assez fusionnel qui va être vécu dans cette approche régressive. Et ça peut emmener, enfin moi c'est ce que j'ai un peu pu constater, ça peut amener à des positions de dépendance vis-à-vis du thérapeute, et une manière aussi de vivre le thérapeute comme tout puissant.
Bon, ça, c'est un petit peu des questions qui se posent. Et puis, il y avait une question aussi un peu plus structurelle, c'est-à-dire, c'est la question de la parole. C'est la question qu'introduit la psychanalyse lacanienne, c'est-à-dire que dans toutes les thérapies, et même justement les psychanalyses, telles qu'elles sont amenées par les psychanalystes comme Bouvet ou Dolto, etc., il y a un désir que ça fonctionne. Et le problème, effectivement, de la structure de la parole, c'est que jamais, dans la parole, ça fonctionne. C'est-à-dire que ce qui est pris en compte dans la psychanalyse, c'est qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas, il y a toujours du ratage, et on n'arrivera jamais à une possibilité ni d'harmonie, ni de non-malentendu. Et que ce qu'apprend un peu le structuralisme lacanien, c'est d'apprendre à faire avec le malentendu, d'apprendre à faire avec le fait que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que nous parlons. Je me permets juste de faire une petite remarque parce que effectivement, alors sur la question du corps, je pense que là, il faut s'entendre sur de quoi on parle quand on parle de corps, parce que il y a le corps tel que le sujet vient de nous en parler, tel que le patient nous le raconte, parce qu'il se dit sur le corps, et il y a l'organisme qui est du côté médical. Et je ne suis pas certaine, voilà, le sujet, quand il vient, en tous les cas, il parle du corps tel qu'il le vit et pas forcément de l'organisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses au niveau organique, bien évidemment, mais je pense que là, il y a encore peut-être des choses à préciser sur qu'est-ce que c'est que le corps et comment on l'aborde et voilà, et ce qu'on en fait dans le cadre clinique. Voilà, le corps, l'organisme. Voilà. Il y a le corps imaginaire et le corps réel. Il y a le corps imaginaire, le corps réel. Imaginaire et symbolique. Voilà, mais bon, je voulais juste. Pour répondre peut-être à Thierry très rapidement, moi je suis entièrement d'accord. Il y a une dérive des thérapies en miroir. Voilà. On est effectivement dans l'imaginaire et toute la critique de Lacan, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je crois aussi qu'on peut faire des thérapies avec des dimensions régressives, avec des dimensions oniriques, avec des dimensions corporelles, tout en ayant à l'esprit ce danger du miroir. Et j'ai une petite anecdote très rapide. C'est un collègue psychanalyste, SPP, qui je pense est un excellent analyste, et qui a un symptôme dont il n'arrive pas à se débarrasser malgré de nombreuses tranches d'analyse. Et à un moment donné, il va faire une technique psychocorporelle. Et en 1 à 2 séances, il dit c'est incroyable, ce symptôme qui n'avait jamais lâché malgré des années d'analyse, lâche en 1 fois. Et il est sidéré par ces effets de cette psychothérapie comme ça corporelle qui paraît complètement stupide par rapport à la complexité des modèles qu'il connaît. Et il commence à utiliser cette méthode-là avec certains de ses patients et observe les mêmes effets thérapeutiques sidérants. Et je crois que on observe ces effets-là, qu'on utilise ces méthodes-là, effectivement, et je pense qu'on peut les intégrer à condition d'avoir le recul nécessaire et de ne pas rentrer dans les dérives que Thierry a très bien décrites. Enfin, en tout cas, moi, j'essaie de penser dans cette perspective-là. Mais je sais que c'est refusé par certaines personnes, et notamment pour Laurence Kahn, c'est inentendable de faire quelque chose de cet ordre-là. Oui. Thomas, je vous rejoins tout à fait dans ce que vous dites, parce que je devais présenter un texte aujourd'hui d'ailleurs qui s'appelait L'incroyable Hulk, et qui est je voulais relater justement une séance avec un enfant qui ne pouvait pas faire des séances dans le cadre d'un bureau parce qu'il cassait tout. Et j'avais fait tout un travail avec lui en y incorporant, effectivement, parce que ça ne passait que par le corps, en y incorporant, par exemple, l'escalade, qui est un moyen où le corps intervient. Et effectivement, il y a tout un travail à faire avec certains patients du côté du corps, je vous rejoins tout à fait. Mais effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a vraiment tout un travail théorique à reprendre et à bien savoir où on met les pieds. Et là, il y a vraiment, je crois que ça rentre dans le fait de poursuivre nos travaux, je crois. Et ce que vous soulignez est tout à fait important.